alors, ça donne quoi cette recette? Ah bah c'est pas mauvais du tout, chef. Ah, ça a l'air bon, oui, mais... Ah, je pense que là c'est parfait. Vous avez mis quoi dedans? Bah là, qu'est-ce qu'on a mis? Il y a un petit peu de tout, de l'info, des débats, des chroniques, des interviews, du sport, des reportages... Vous allez pas me faire la liste complète, là. On fait quoi, là, exactement? Ah bah là, on fait l'intro de l'hebdo, c'est-à-dire on lance l'émission. 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est ça, votre lancement? Non, c'est pas bien. Non, alors attendez. 3, 2, 1, l'hebdo, c'est parti. Bah là, c'est mieux, là. Merci. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo. Installez-vous bien confortablement. Nous allons vous accompagner durant 60 minutes et revenir sur l'actualité qui a marqué cette semaine. Un gros focus ce vendredi sur le plus grand festival de cinéma au monde, le Festival de Cannes qui débute la semaine prochaine. La participation cette année du Maroc est qualifiée d'historique. On vous dit pourquoi dans une petite poignée de secondes avec deux invités, un acteur culturel que vous connaissez bien, expert du cinéma, Ali Hadji, et une jeune réalisatrice dont le court-métrage sera en sélection officielle du CINEF. Vous retrouverez bien sûr vos chroniqueurs, d'ailleurs tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Fatia, bonjour tout le monde. Donc pour la petite anecdote quand même, il faut que je la raconte. Salima, notre Salima internationale, vient de se rendre compte du nouveau jingle de l'hebdo. Bon, 6 mois après. Qui date du mois de novembre. Mais il change toutes les semaines environ. Toutes les semaines, il change. Quasi. On va appeler Christophe Rizzo. On va lui faire un clin d'œil d'ailleurs. On va le remercier. C'est le monsieur jingle de Radio 2M depuis de nombreuses années. Oui, on actualise, on va dire. Mais celui-là, Salima, il date de novembre. D'accord, autant pour moi. Comment allez-vous bien? Ça va très bien. Ça va nickel. Le grand retour, s'il vous plaît, de Amin Rahmouni. Dites-moi à quel point je vous ai manqué. Regarde, on t'applaudit. Dites-moi à quel point je vous ai manqué. Il était où? Tu nous as énormément manqué. Avec l'invité à mes classes. On a pleuré avant l'hebdo C'est de vrai, en la plus. semaine dernière. Ça, on l'a pas mis. Tu sur t'es la remis scène. du Siam? Difficilement, chaudement. Mais c'était bien. C'était une belle édition de près d'1 million de visiteurs. Je pense que c'était un retour réussi après 3 ans d'absence. Apparemment, il y avait la plus chère Djaja. Ouais, Tu l'as vu? Il y avait T'as eu la chance Non, d'avoir du tout. 6 000 Par contre, balles. j'ai vu un mouton qui s'est enfui de son enclos, qui devait faire de 150 kilos pour l'arrêter. Wow. Croyez-moi que c'était du sport. Ils t'ont embauché pour? Du Comme tout. si t'avais J'ai assez couru de à muscles côté. pour- Je D'accord, l'accompagne. ok, juste à côté. Bah, tiens, pendant que tu as la parole, tu la gardes. Ok. Ton sujet cette semaine? Ah bah les lionceaux qui ont été battre leurs cousins algériens avant-hier de bien belle manière. Selma. Moi, ça sera Eid al-Adha, couronnement du roi Charles. Je n'en dis pas plus. Salima. Moi, c'est pas dur d'être un bébé, mais dur d'être célibataire. Ah, ah ouais. Ouais. Mais t'es pas célibataire, toi, Non, que je mais sache. c'est pour ça que cette chronique sera totalement objective. Oh bien, dis donc, pour une fois. Pour une fois. Non mais j'y crois pas, elle va ne pas être pessimiste. Ça se trouve que les Non, j'ai dit célibataires avec Objective, mais C'est Elle a dit pas objectif. pareil. Pas dit Oui, objectif. oui, oui. Optimiste. Oh là là, c'est encore pire. Rimel, vous le savez, chaque semaine part vous sonder. Alors la semaine dernière, on s'est tapé quand même de la sorcellerie, s'il vous plaît. Cette Tu as semaine, raté ça, Amine. Mkhloura, Ouais. j'ai peur. Non, cette semaine, je vais vous faire rire. Cette semaine, on va parler du rire. On va parler de la journée mondiale du rire qui coïncidait avec dimanche dernier. Donc ça sera autour du rire et j'ai sondé les gens dans la rue autour de ça. Très bien, joli programme. Et puis, vous le savez, nous terminerons avec la pépite, la découverte de Yassine Tabouktirt. Un voyage musical entre Essaouira, Bamako et Santiago de Cuba. Waouh! Que du Un rêve. prélude au festival de soir, Oui, c'est un petit prélude à un festival, Un festival. dont nous parlerons dès la semaine prochaine. C'est bien évidemment le Festival Gnawa avec une programmation de Exceptionnel. dingue. On vous parlera aussi d'un autre festival qui est le Jazz Blanca. On va vous parler de beaucoup de musique dans les jours à venir. Allez, l'hebdo, c'est parti! Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Les caméras du monde entier seront braquées dans quelques jours sur la croisette de Cannes en France, qui s'apprête à accueillir les plus grandes sommités du 7e art. Et cette année 2023 est un peu particulière puisque la participation marocaine sera historique. Pour la première fois, une personnalité marocaine sera dans le jury de la sélection officielle. Pour la première fois, le Maroc participe à la sélection des courts-métrages du CINEF. Je vous prie de bien vouloir accueillir nos deux invités, Ziné Bouakrim et Ali Hadji. Bonjour. L'invité. Bienvenue dans l'hebdo pour la première fois d'ailleurs, tous les deux j'ai l'impression.
Non, Non. faux pour Ali. Ah Faux non, pour Ali. moi, je l'ai fait Mais en plusieurs général, c'est pas dans nos studios, puisqu'on délocalise tous nos studios à Marrakech, à Marrakech, pendant le festival. dans des studios magnifiques que nous met à disposition la Fondation. On a hâte d'ailleurs. Bonjour à tous les deux. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer avec vous, Ali, parce que vous allez être tous les deux dans quelques jours à Cannes. Mais Ali, pourquoi on parle d'une participation historique pour cette 76e édition? Alors, historique, parce que c'est la première fois que le Maroc participe avec autant de films. C'est quand même une... Il y a déjà eu plusieurs années comme ça où il y a eu un film, 2 films marocains présents à Cannes. Mais c'est la première fois qu'il y a 3 longs métrages, un court métrage, une personnalité marocaine dans le jury de Cannes. Donc c'est exceptionnel. Cannes, pour les gens qui ne sont pas très familiers avec ce festival, c'est quand même le plus grand festival de cinéma au monde. C'est vraiment la plus grande fête de cinéma actuellement. C'est le plus grand marché du film, etc. Donc pour un réalisateur avoir son film sélectionné à Cannes, c'est le Graal, c'est vraiment l'ouverture vers un rayonnement international. C'est comme la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde pour les gens du cinéma, absolument. C'est la Coupe du Monde pour les gens du Absolument. cinéma. C'est une très belle analogie. Absolument. Première fois que le Maroc est représenté donc dans le jury de la compétition officielle, c'est bien évidemment avec la réalisatrice, c'était en une de toute la presse nationale, Mariam Touzani. Elle ne pouvait malheureusement pas être avec nous en plateau puisqu'elle se trouve actuellement à l'étranger, mais on l'a eu au téléphone ce matin et elle a partagé avec nous sa joie d'être honorée d'avoir été choisie dans ce jury. Je m'y attendais pas du tout, donc j'étais très heureuse, surprise et vraiment je me suis sentie surtout très honorée de pouvoir faire partie de ce jury. Vous étiez déjà devant les caméras à Cannes l'année dernière, vous présentiez votre film Le Bleu du Caftan dans la section Un certain regard. Le Bleu du Caftan, il faut quand même le rappeler, qui a été primé dans de très nombreux festivals, mais vous étiez aussi à Cannes en 2019 avec votre long métrage Adam. Cette fois, c'est un tout autre rôle que vous allez occuper à Cannes, celui de membre du jury. Quel jury serez-vous ? Un jury passionné avant tout, un jury passionné par le cinéma, par les images, par les histoires, et avide justement de pouvoir faire la rencontre de ces films. Justement, c'est un vrai privilège que de pouvoir être là et de visionner ce film comme ça en avant-première mondiale. C'est quelque chose de magnifique, c'est un vrai cadeau. Je sais que vous étiez en déplacement à Londres pour présenter justement votre dernier film. Quel a été l'accueil ? L'accueil était vraiment très, très chaleureux, très beau. Il y a eu des débats après certaines projections qui ont été vraiment très riches. Et c'est marrant parce que ça a coïncidé avec le couronnement, donc c'était aussi une expérience vraiment d'être là au même moment, de vivre aussi ça au même moment dans la rue, de voir de vivre cette énergie-là, qui est assez particulier quand même parce que ça n'arrive pas, je pense, très souvent dans une vie de vivre un couronnement de cette manière-là. Donc voilà, c'était intense, mais très très bel accueil du film, hein, vraiment très beau et voilà, le film est en salle en Angleterre maintenant. Donc. Voilà, le film est en salle en Angleterre et ce que m'a annoncé Mariam au téléphone, c'est que dans quelques jours, il sera au Japon. C'est un truc de fou ce qui se passe autour de ce film et vous avez eu énormément d'échos partout où vous bougez sur ce film qui fait une belle représentation. Oui, déjà à Cannes l'année dernière où j'avais assisté à la première mondiale du film, il avait été extrêmement bien accueilli. Il a eu un prix qui était le prix FIPRESSI qui est décerné par la critique internationale. Et ensuite, on l'a programmé au Festival de Marrakech où il a reçu le prix du jury ex aequo. Et c'était une consécration déjà parce que c'est la première fois qu'un film marocain est primé, reçoit ce prix à Marrakech déjà. Il y a eu quelques films marocains depuis la première édition du festival qui ont été primés dans le cadre de cette compétition qui est internationale. Donc on était content pour Mariam parce que c'est un film qui est touchant, qui raconte des choses importantes et qui en plus a eu un très beau parcours à l'international partout où il est passé. Et ça continue, dans les grands festivals. Il est sorti en France où il a fait plus de 150 000 entrées. Je crois qu'il arrive bientôt en salle au Maroc, dans
je connais pas la date On de ne connaît sortie pas exacte. les dates encore de sortie, mais c'est mais très voilà, prochainement. et partout où il passe, effectivement, l'accueil est excellent. Alors Zineb, pour vous aussi, c'est une très grande première. À peine sortie de l'école de cinéma, vous étiez à l'ESSAV à Marrakech, c'est ça? Exactement. Vous voilà propulsé à Cannes pour votre premier court-métrage, on va en parler. Mais ce jour-là, quand vous l'avez appris, le ciel vous est tombé sur la tête? Exactement, c'est ça. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais super émue et je m'y attendais même pas. Au point Ça s'est que passé comment? Vous avez reçu un coup de fil? Vous avez reçu un mail? C'était un mail que j'ai lu plusieurs fois, que j'ai donné à ma mère pour vérifier si pour c'était vrai. vérifier, oui, mais j'ai pas pu croire. La première fois, c'était un peu compliqué pour moi de croire à ça. Donc, c'était un beau cadeau. Surtout en ouvrant les yeux sur ça, c'était... Alors, le Cinef à Cannes, 2000 courts-métrages qui ont Oui. été présentés pour cette édition par des écoles de cinéma du monde entier. 2000 qui ont été visionnés, 14 fictions et 2 animations seulement retenues. Donc, c'est 2000. Et le sien, quoi. Voilà, on est sur de la crème du court-métrage, quand même. La Alors, framboise dessus. votre court-métrage s'appelle Ayour. Ouais. Il parle, ça veut dire lune en amazigh, lune oui, en oui. amazigh, et il parle des enfants de la lune, des enfants qui ne supportent pas la lumière du jour, une maladie très rare que l'on connaît. Il y a très peu de cas au Maroc, je crois qu'un millier. Ça augmente, ça se développe quand même. Vous connaissez la maladie de sur la lune? Marrakech. Ce sont, voilà, C'est des enfants qui ne peuvent pas s'exposer Voilà. à la lumière du Oui, soleil. Le xéroderma pigmentosum. Exactement. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir souhaité faire un court-métrage sur eux? C'était grâce au film de Forough Farrokhzad, c'est une poétesse iranienne qui m'inspire toujours. C'était La Maison est noire, c'est son film sur les lépreux en Iran des années 60. Donc ça m'a inspiré dans ce sens, ça m'a inspiré le sujet directement en fait. Ça a un point commun entre les deux, l'apparence. Elle disait tout le temps, c'est qu'il n'y a pas la laideur. La laideur n'existe pas. Quand on ne détourne pas le regard, on rend beau. Donc, pour moi, c'était la citation parfaite à suivre. Et bon, Forough Farrokhzad, c'était ma professeure dans ce sens. Elle le vend bien, son film. Elle le vend très très bien. Mais, et vous avez pris, alors pour les acteurs, vous vous êtes débrouillé comment? C'est quelqu'un qui joue un rôle de quelqu'un qui a atteint cette maladie, ou vous avez pris quelqu'un qui l'est véritablement, parce qu'on n'a pas eu la chance de le voir. Donc, ce sont des personnages qui vivent leur vie, qui la jouent. Bon, c'était une mise en scène de personnes réelles, des enfants de la Lune. C'était à Marrakech, et en cherchant sur Internet, j'ai trouvé une association qui m'a mis en contact avec eux. Ils vous ont tout de suite dit oui, ils vous ont tout de suite accompagné. Comment? Il y avait les bâtons dans les roues, bien sûr. Comme toujours. Comme toujours. Donc c'était un peu compliqué au début, et surtout pour te faire confiance, c'était pas facile. Donc il fallait gagner la confiance de ces personnes-là, et il fallait les rassurer, parce que moi, mon but n'était pas de gagner de l'argent en utilisant leurs images, mais c'est surtout faire une œuvre, c'est réaliser une œuvre. Donc c'était un exercice à l'ESSAV Marrakech, et j'ai essayé d'expliquer ça. Bon, j'ai eu accès, c'était pas facile. Donc dans moi je l'ai vu, vous leur avez eu la chance de le voir, ce court-métrage. Il n'y a aucun dialogue. Les 2 adolescentes, donc il y a une jeune fille et un jeune homme, ils ne s'expriment pas. Ouais. Mais en revanche, il y a une voix off qui, elle, avec des poèmes. Oui, exactement. C'est pris du livre de Forough Farrokhzad. Mais c'était un parti pris de ne pas leur donner la parole, ou c'est eux qui n'ont pas souhaité prendre la parole? Non, ils ont parlé, mais c'était un choix par la suite. Surtout durant la post-prod. Ouais. C'était un choix. Je préférais ne pas les faire parler et garder ce silence, cette intensité temporelle avec eux. C'était surtout une étude sur un concept, le concept Kinobraz de Tarkovsky. Donc c'était un film d'étude, genre c'était comme ça. Donc je voulais appliquer ça sur ce film. Le concept de Kinobraz. Oui, c'est un concept de Tarkovsky. Écoutez bien et retenez bien. Vous leur avez annoncé après que le film allait être présenté Honnêtement et malheureusement, je ne suis plus en contact avec eux pour éviter pas mal de problèmes. Donc j'évite pour le moment. Peut-être par la suite, je pourrais les contacter, mais pas tout de suite.
Pourquoi ? C'est pour l'association. Ils ont un risque de ne pas avoir de pommade. Je ne veux pas couper cette source de... Qu'on pense que derrière le film, il y a eu de l'argent et que ces voilà. enfants n'ont plus besoin de... Et qu'ils ne puissent plus bénéficier des aides. C'est juste pour Je trouve éviter... qu'au contraire, c'est extraordinaire parce que ça permet aussi de mettre la lumière sur toutes ces personnes en fait, qui sont atteintes de cette maladie dont on parle quand même très très peu. On va continuer à parler du Festival de Cannes parce que Ali, c'est un magnifique cadeau quand même. Vous êtes aussi le coordinateur en dehors du grand passionné. Il faut qu'on lui trouve des cols à lui sur le cinéma. Il m'énerve. Il est super J'ai essayé dur. pendant 15 ans. Il me rappelle Nordin Saïd qui était très difficile de lui trouver une colle, mais Ali, il faut lui en trouver une. Coordinateur également général du FIFM, le Festival international du film de Marrakech. Et vous devez, avec l'ensemble des équipes, être quand même très heureux et très fier parce que, et c'est important de le dire, 4 films qui figurent dans les sélections de Cannes ont bénéficié du soutien des ateliers de l'Atlas quand même. Oui, alors on était très heureux de découvrir ça cette année. Bon, c'est vrai que depuis la création des ateliers d'Atlas, quasiment tous les ans, il y a des sélections des films qui passent par les ateliers dans des grandes manifestations de cinéma à Venise. Il y en a eu à Cannes aussi l'année dernière, à Toronto, etc. Donc oui, cette année, il y en a 4. Donc il y a 3 films marocains. Il y a le film d'Asma El-Moudir, La mère de tous les mensonges, qui est passé 2 fois aux ateliers d'Atlas et qui avait été primé. Il y a Les meutes de Kamal Azrar qui avait aussi bénéficié d'un passage aux ateliers d'Atlas et qui avait été primé. Et le film de Fawzi Ben Saïdi qu'on avait montré l'année dernière dans une section qu'on avait créée, pas lors de la première édition, mais après, qui est l'Atlas Film Showcase, où on permet à un réalisateur peut-être un peu plus confirmé de pouvoir venir montrer son film à des directeurs de festivals, à des professionnels de l'industrie qui sont là pendant le festival. Donc oui, on est très contents, très fiers. Il y a aussi un film jordanien qui est passé par les ateliers qui sera montré à la semaine de la critique. En fait, juste pour rappeler les ateliers d'Atlas, vous savez ce que c'est, mais en réalité, c'est important, vous avez raison, c'est important de le rappeler aux auditeurs. Ouais, voilà, c'est un incubateur de talents, c'est un programme industrie qui a été créé par le Festival de Marrakech en 2018 et qui vient soutient des jeunes réalisateurs de la région. Donc, Zineb, par exemple, aurait pu être dans les ateliers de l'Atlas. Alors, on n'en est pas encore au stade de soutenir des courts-métrages, on soutient des longs-métrages. Oui. Donc, on est sur des premiers, deuxième, troisième longs-métrages. Vous pouvez spécifier le terme de soutien. Vous soutenez comment ? Vous soutenez financièrement, vous accompagnez techniquement ? Aussi. Alors, les deux. En réalité, les deux, plus il y a un marché de coproduction sur place. En fait, les ateliers, si vous voulez, si vous êtes réalisateur, vous avez créé un film, ou que vous avez tourné un film et que vous êtes en phase de post-production et qu'il vous faut de l'argent, soit pour développer votre film, soit pour le terminer, vous pouvez envoyer votre projet aux ateliers d'Atlas. Il y a un appel à candidature d'ailleurs qui a été lancé il y a quelques jours. Les inscriptions vont se poursuivre pendant quelques mois. Qui y est éligible par rapport les cinéastes arabes et africains qui font un premier, deuxième ou troisième long métrage. D'accord, donc du Maroc ou d'ailleurs. Du Maroc, du Maghreb, du monde arabe, du continent africain, quoi. Voilà. Et donc, vous envoyez votre film et s'il est sélectionné, il va bénéficier de séances de mentoring de la part de professionnels du cinéma, que ce soit des scénaristes, des producteurs, des monteurs, toutes sortes de professionnels. Vous arrivez à Marrakech, vous êtes encadré par ces gens pendant quelques jours. Parallèlement, il y a un jury qui se réunit et qui attribue des prix. Donc l'année dernière, on avait des dotations pour un montant total de 106 000 €. Donc c'est quand même assez conséquent. Et on a distribué, je crois, 6 prix l'année dernière. Donc voilà. Parallèlement à ça, il y a ce qu'on appelle le marché de coproduction, c'est-à-dire que quand vous arrivez avec votre film, vous avez un parterre de 250 à 300 professionnels qui viennent du monde entier, qui sont des producteurs, des vendeurs, des distributeurs, des directeurs de festivals, etc., qui écoutent votre pitch, parce que vous pitchez votre film, et à la suite de ça, vous pouvez rencontrer des gens qui sont intéressés par votre projet. Donc souvent, il y a des projets comme ça qui finissent de se monter, ou qui se montent, ou qui se développent grâce aux ateliers d'Atlas. On peut donc postuler quelqu'un qui a déjà eu un film, un court-métrage. Les candidatures sont ouvertes. Allez-y, oui. Vas-y, t'as encore le temps. Écris vite. Non, c'est bon.
C'est rien. Mais tu peux. Mais il pourrait, lui. Hein Écrire quoi? Bien sûr. Non, mais moi, c'est Parce là que j'ai pensé. Ouais. J'allais dire, en fait, on peut penser alors- quelqu'un qui a déjà eu son cours retenu à Cannes aura quand même un peu plus de chances pour candidater et être retenu pour un long éventuel. Alors en fait, c'est un dossier qu'on demande de fournir avec un traitement, un scénario, une note d'intention, le CV, les courts-métrages. C'est un ensemble en fait qui fait que... Tu penses te lancer dans le long métrage après? Voilà. Bon, la contrainte actuelle, c'est d'avoir surtout la carte professionnelle. Donc le CCM demande déjà un court-métrage hors le cadre académique. Donc c'est ce que j'essaie de faire actuellement. Toi, tu n'auras pas de problème. Hein. Tu es T'es un petit de peu- l'école, t'es tu es un allé peu- à Cannes. un peu- Je un pense peu- que le un peu CCM... tranquille, là. Allez, on va continuer à parler de cinéma dans un instant, mais tout de suite, c'est le reportage de la semaine de Selima Jingle. Le reportage de l'hebdo. Je vais faire un tour de table. Bah vas-y. Célibataire ou en couple? C'est le moment de délivrer. Oui, oui, c'est personnel, vas-y. mais c'est le moment de dire si on a un cœur à En prendre. plus, si Oui. on a... Non, pas de cœur à prendre. Pas de cœur à Le prendre. cœur est pris. Bon, Amine, je te pose pas la question. Mais pourquoi 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 Mais attends, pourquoi Elle nous a tout de Il y a- suite enterrés, j'y crois pas. C'est un truc j'ai de fou, halluciné. nous sommes encore jeunes. Hein. Allez, vas-y, Voilà, cœur à la prendre. réponse est dans la question. Vas-y. Bon, y a-t-il des célibataires autour de cette Voilà, c'est table? mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Non, non, Zineb. célibataire. Non. C'est les BFR. Ali. Non. Célibataire? Célibataire. Ah, ok. ne- Célibataire. Bon, en tout cas, à vous tous qui êtes célibataires, est-ce que demander aux vous gens vous derrière le êtes bocal. déjà senti Il y en mis de a. côté? Est-ce que vous vous êtes déjà senti mis de côté ou discriminé du fait de votre célibat? Non, pas vraiment. Ok, bon, j'ai pas de chance. Tant pis. Eh bien, en effectuant moi des petites recherches, je me suis aperçue qu'il était peut-être dur, non pas d'être un bébé, mais célibataire. Et croyez-le ou non, comme je disais tout à l'heure, cette chronique elle est totalement objective puisque je suis en couple. Et donc, puisque je suis en couple, et ben, nos chers amis les célibataires doivent apparemment se plier en 4 pour pouvoir s'inscrire. C'est vrai, dans un club de tennis privé. J'ai T'es appelé. sérieuse? Mais je suis sérieuse. J'ai appelé 8 centres à Casablanca, 8 Mhm. clubs, et je ne citerai pas les noms bien évidemment. Et les conditions d'adhésion sont complètement aléatoires. Et donc voilà ce que 2 d'entre eux, 2 des 8 me répondent. Est-ce que vous avez des enfants? Donc, alors c'est un ami qui passe un coup de fil. Puisque D'accord. quand c'est une femme qui appelle, apparemment pas de problème, pas besoin d'être marié ou avoir des enfants. Mais tout de suite quand c'est un homme qui appelle, eh ben, il faut avoir une famille. Donc on demande si... Une question s'il te plaît, oui. Salima. Ça veut dire que ce sont des clubs Privés. privés de Mais- sport, oui. mais qui ne sont pas mixtes. Non, si, qui sont mixtes. Bien sûr qu'ils sont mixtes. Ok. Bien sûr qu'ils sont mixtes, les cours sont complètement mixtes, c'est juste que une femme, donc moi quand j'ai passé le coup de fil, je pouvais m'inscrire, sauf que mon ami qui était un homme, on lui a tout de suite dit s'il avait des enfants ou s'il était célibataire ou s'il avait une famille, etc. Donc quand il a répondu je suis célibataire, on lui a dit désolé, ce n'est pas possible, on n'accepte que les hommes mariés. Donc du coup il dit... Ils ont peur des plans drague. Bah oui. Bah oui. Mais après, attends, Moi, ça me choque pas. mais Ah oui, ça me choque pas. On peut en débattre si vous voulez. Moi, ça me choque pas. en tout cas, donc l'accès Je dis des pas jeunes que au sport... Je dis pas que je valide. Mais Mais ça me choque parfois, pas. il y a ça dans des annonces, tu sais, pour Moi, je louer découvre des les gens qui appartements. Il y a marqué m'envoient. uniquement Mariés, femmes, voilà. fonctionnaires, pas de Donc, célibataires. aujourd'hui, on l'affiche au plus grand nombre. Donc, quand l'accès des jeunes au sport devient discriminatoire, souvenez-vous, nous avions évoqué dans le cadre d'une autre émission l'affaire d'une jeune fille qui ne pouvait pas exercer en brassière dans le cadre Exact. d'une salle de sport. Là, ça relève du règlement interne. Mhm. Là, on pourrait transposer le cas des célibataires au règlement interne, mais pas du tout. Sachez que c'est de la discrimination pure et simple, j'allais dire autre chose. C'est dégueulasse. En tout cas, moralement, c'est discriminatoire. Et sur le papier, c'est discriminatoire puisque, sachez-le, l'origine, la religion, l'apparence physique, l'emploi, le logement, l'éducation et la situation familiale, votre âge aussi peuvent aussi constituer une discrimination. Et donc, si vous décidez absolument à faire du tennis, soit faites une famille comme Rafael Nadal, Djoko ou Federer, faites des gosses, ou alors changez de sport puisque à Casablanca, ce n'est pas possible de faire du sport. Ou alors sinon, voilà, juste pour prendre, pour entre guillemets, voilà, ne pas mettre le couteau dans la plaie, les 6 autres centres utilisent le subterfuge du parrainage.
Quelle réponse il a eu exactement? Il a rempli, donc ça c'était il y a 2 semaines, il a rempli ce bulletin d'adhésion finalement. D'accord. Parce que la dame l'a invité à remplir ce bulletin d'adhésion. On a envoyé les documents, mais ça a été refusé, on n'a jamais eu de suite. Juste pour terminer rapidement, si peu de victimes font valoir leurs droits, vous sachez qu'il est possible de sanctionner donc le refus de fournir un service, de vendre un produit ou le refus d'adhésion. Après voilà, vous vous engagez quand même dans une procédure qui est assez longue et coûteuse. Mais sachez que vous pouvez vous engager dans cette procédure si vous tenez absolument à faire du sport, de tennis dans un club privé et que vous n'avez pas d'enfant et que vous êtes célibataire. Moi je sais qu'à Rabat, il y a un club qui refuse les femmes célibataires. Non, ça c'est arrivé il y a plusieurs reprises. D'ailleurs, ça avait fait polémique. Ça vous choque ou ça vous choque pas? Honnêtement, non, ça me choque pas vraiment. Ah bon? Ça me choque. Ali, ça vous choque? Non, moi ça me choque. Je comprends pas pourquoi on. Mais je comprends pas les moi non hommes. plus là. C'est quoi? C'est une histoire de. On va postuler que les hommes célibataires vont importuner les femmes mariées. Je pense qu'on peut le résumer en une phrase et c'est celle-ci. Voilà, donc c'est bon. On va postuler que les hommes célibataires. Et pourquoi alors que dans un sens, alors tu interdis les femmes célibataires aussi? C'est le cas aussi. Non, c'est pas le cas dans ce centre-là. Non, mais dans ce centre parce qu'il s'est trouvé que c'était un homme qui s'est présenté. Peut-être qu'une femme célibataire. Non, elle a appelé. Est-ce que c'est des clubs anciens? Donc les femmes célibataires ont le droit. Donc on peut encore postuler que les hommes célibataires sont plus emmerdants que les femmes célibataires. Bah oui, c'est hallucinant. Moi ça me choque. Moi j'allais dire autre chose. Profondément. Je pense que ça doit être des vieux clubs qui ont des vieilles règles. Oui, mais est-ce que c'est légal? Non, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Donc cette personne peut porter plainte. Mais par contre, à condition le recours est pénible, d'après ce que dit. Oui, bien évidemment, comme toujours dans ce genre de. En gros, faites des gosses et trouvez-vous une femme. On enchaîne tout de suite avec ce qui a mobilisé vos intentions et ceux des autres dans le monde virtuel. Les nouvelles du web avec Salma. Et donc, le couronnement en Grande-Bretagne. Elle m'a dit surtout, tu ne débutes pas avec le couronnement parce que je débute avec autre chose. J'insiste sur ma position, je vous laisse le couronnement à la fin parce que j'ai une super chute et tu vas pas mettre le bazar dans ma chronique aujourd'hui. Donc on démarre chez nous, sur le web marocain, avec une campagne digitale pour l'annulation d'Eid al-Adha cette année. Voilà. Alors je pense que vous le savez tous ici, petit rappel des faits, au Maroc, Eid al-Adha a été annulé 3 fois dans l'histoire du Maroc. C'était en 63, en 81 et en 96, en raison de la sécheresse et d'une crise économique de conjoncture qu'on connaît très bien cette année. Alors quand on clique sur le hashtag Ilra Eid al-Adha, on trouve que plusieurs publications ont été relayées par les internautes sur le sujet du style Anna Flan, Kantalb Ilra Eid al-Adha had l'am, ou encore Ilra Eid al-Adha huwa al-hal al-darwish. Alors, le chef du gouvernement, il a eu vent de tout ça, il intervenait au Parlement, il a assuré que Eid al-Adha aurait bel et bien lieu cette année, et il a essayé de rassurer un petit peu sur l'état du marché, mais les craintes des citoyens sont bel et bien là. Alors pour ce premier internaute, la solution est simple, il dit « donne-nous les sous ». Voilà. Pour ce deuxième internaute, oui, Eid al-Adha aura bien lieu selon le chef du gouvernement, mais pas dans toutes les familles marocaines, à cause des prix exceptionnellement hauts cette année. Et c'est vrai qu'on attend de voir ce qui ressortira des marchés cette année. Est-ce pour autant une bonne idée d'annuler Eid al-Adha avec tous les métiers saisonniers qu'il génère, etc. Alors, mais en attendant de voir, on va célébrer l'histoire d'un espoir vieux. Alors juste avant, et pour faire un tout petit rappel, puisque Rimel est là, c'est un sujet qui a été traité dans la matinale avec Uthman, et c'était assez hallucinant parce que dans beaucoup de témoignages, ils disaient c'est le regard des autres qui est important, plus qu'eux. Eux, ils sont prêts à ne pas le faire, mais qu'en penserait la famille et les voisins? Et puis d'autres qui témoignaient que certains en fait de leur famille étaient obligés de vendre même le frigo, Rimel, vendre leur propre frigo pour récolter un peu d'argent ou vendre des choses de la maison. Pour stocker où ensuite Alors, ils vont mettre le mouton où. Deux, on oublie que voilà, c'est un Eid pour lequel on n'est pas obligé de se saigner financièrement. Oh, quel joli jeu de mots, tu as fait ça exprès? Non. Eid al-Adha, c'est pas mal. Il y a des jours où je suis sympathique comme ça. On prend donc la direction. Oui. On va célébrer l'histoire d'un espoir vieux de 7 décennies, le couronnement du roi Charles III. Alors pour faire simple, le roi Charles III a postulé pour le job quand il avait 4 ans. C'est l'âge où sa mère, la reine Elisabeth, a été couronnée. Et finalement, ils l'ont rappelé qu'à 74 ans.
Donc ça paye d'attendre. Et là, bon, je vais vous montrer cette caricature d'Emmanuel Chonu qui a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux. C'est le roi Charles au lit avec sa couronne. La reine Camilla lui dit tu peux l'enlever maintenant, et le nouveau souverain qui lui répond hors de question, j'ai mis trop de temps à la voir. Les réactions sur les réseaux sociaux n'étaient pas très positives à propos du couronnement. C'était pas cool du tout, hein. Là t'es sympa, mais ça a été un peu moqueuse, c'était très dur, hein. Un peu mécontente aussi par rapport au coût du couronnement. Un chiffre qu'on retrouve beaucoup, c'est 125 millions de dollars. Le Buckingham Palace n'a pas spécifié le coût exact, donc voilà. Et aussi à propos de l'attitude de certains membres de la famille royale, donc la présence du prince Harry sans sa femme ou ses enfants a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Le fait qu'il était assis au fond, que ses interactions avec sa famille n'avaient pas l'air d'être chaleureuses, ou le fait aussi qu'il était absent des photos officielles. Alors sur le compte Instagram de la famille royale, des clichés de la famille au complet ont été postés. Et sur place, tous les commentaires, c'était « Où est Harry ? Pourquoi Harry n'est pas sur la photo ?» à tel point que les administrateurs de ces comptes, ils ont dû bloquer les commentaires sur l'intégralité des posts liés au couronnement. Voilà, comme vous pouvez le voir si vous regardez l'émission sur YouTube. Voilà. Bref, de tout ça. Il a renoncé à son titre. Oui, d'accord. Mais il y avait des commentaires qui disaient « Oui, mais ça reste son enfant, et il devait être... » Oui, mais après, c'est une question de protocole. Écoute, c'est le linge sale de la famille britannique. De tout ça, on peut conclure que si tous les chemins mènent à Rome, eh bien beaucoup d'années mènent à Buckingham Palace, et qu'il n'y a pas assez d'argent pour mener à Eid al-Adha cette année. Merci Selma, mais c'est vrai que certains commentaires étaient très très durs. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la vidéo du roi Charles III qui guerre dans le carrosse. Oui. Guerre. Et Camélia avec la... j'ai pas vu ça. Et la reine, elle avec la couronne trop lourde pour elle et qui grimace. Il faut dire que la couronne est effectivement trop lourde. Je sais pas, j'ai jamais... de manière, que ce soit dans le poids ou dans la symbolique. Vous vous rendez compte, Camilla a aussi attendu 50 ans, parce que là, c'est une dame qui a fait preuve de patience. On connaît l'histoire, hein. C'est bien elle. Ouais. Tout ça pour avoir une couronne trop lourde à la fin. Trop lourde. Vous imaginez un petit peu. Allez, on va continuer à parler de cinéma. Alors, Hali, vous connaissez bien le Festival de Cannes. On aimerait bien que vous nous parliez un petit peu des coulisses, parce que ce n'est pas juste un festival de cinéma. Il s'y passe énormément de choses. D'ailleurs, moi, je pensais qu'il n'y avait pas que des avant-premières mondiales. Je pensais qu'il y avait aussi d'autres films, des sorties. Mais Cannes, c'est vraiment que les avant-premières mondiales. Oui, en principe, c'est des premières mondiales pour la plupart. Il arrive que de temps en temps, il y a un film... Mais c'est rare, en fait, d'après ce que vous me disiez. Il arrive qu'un film soit déjà sorti sur son territoire d'origine, mais c'est très rare. C'est-à-dire que généralement, ce sont plutôt des premières mondiales qu'on voit à Cannes. Donc, c'est des films qu'on découvre en exclusivité, effectivement. Alors là, cette année, je crois qu'il y a Nanni Moretti qui est en compétition et son film sort en Italie, là. Est déjà sorti ou sort en Italie là maintenant, donc du coup ce ne sera pas une première mondiale. Mais non, sinon effectivement c'est des films qu'on découvre. Voilà, il y a beaucoup de films qui arrivent, mais de la salle de montage directement au Festival de Cannes. Alors Cannes, c'est pas qu'un festival, je disais, c'est un véritable marché, c'est là que tout se passe pour les professionnels du secteur. C'est quoi? C'est du deal, tout le monde... c'est le plus grand marché de cinéma au monde, c'est 12 500 professionnels, il y a 4 000 films qui sont montrés au marché, donc c'est énormément voilà, enfin c'est vraiment le moment où toute l'industrie mondiale se rencontre autour des films, et il y a un business énorme qui est mené à ce moment-là. Après, j'ai pas les données chiffrées, donc je pourrais pas vous dire exactement ce que ça représente pour l'industrie, mais je sais que c'est le plus grand marché du cinéma au monde. C'est voilà, le plus grand marché de films au monde. Est-ce que c'est également à ce moment-là pour les festivals en fait du monde entier? Je fais un clin d'œil au FIFM qu'on espère retrouver très très vite, Inch'Allah. Est-ce que c'est là aussi que les festivals avec les films font leur petite sélection? Où on est obligé, où est-ce que l'on est obligé En partie, le palmarès? évidemment, tous les programmateurs et directeurs de festivals du monde sont présents à Cannes, parce que il y a une telle profusion de films. C'est là où on vient découvrir les films, c'est là où on vient dealer les films. Là où on vient aussi rencontrer tous les vendeurs, les distributeurs,
mener nos négociations, etc. Donc c'est un festival qui est incontournable, effectivement. Disons que pour les programmateurs, il y a un certain nombre de festivals comme ça dans l'année. Cannes, c'est le plus important. Mais après, il y a tous les festivals de l'automne aussi qui arrivent. Il y a Venise fin août qui dure jusqu'à début septembre. Il y a Toronto, il y a Saint-Sébastien, il y a Locarno avant au mois d'août en Suisse. Donc on reste à l'affût des films qui passent dans tous ces festivals-là parce qu'effectivement, il y en a plusieurs qu'on va retrouver dans d'autres festivals qui viennent plus tard dans l'année, dont Marrakech. Ali est en train de parler un petit peu de ce qui se passe à Cannes parce que c'est une véritable ébullition. Vous appréhendez, vous avez déjà votre programme. Je découvre encore. Il y a encore des personnes qui me contactent justement pour des rendez-vous. Je découvre. Je suis comme ça. C'est la première fois. C'est la première fois. Je découvre. J'ouvre mes yeux calmement et je suis l'imprévisible. C'est bourré de surprises. Je suis sûre que ça ira. D'accord. Et quand vous parlez de rendez-vous, c'est-à-dire que vous avez déjà des demandes d'interview peut-être à Cannes de prévu? Il y a surtout des gens qui veulent discuter les prochains projets. Ils veulent me connaître de près, comme ça, me découvrir. C'est comme ça. Donc voilà. C'est génial. Ouais, c'est super. Mais vous appréhendez ou ça va? Non, ça va, c'est super. Pour moi, c'est le meilleur prix dans ce sens. Vous le prenez avec le sourire? Bien sûr. Et vous vous dites, on verra bien ce qui se passe. Bien On va parler du sourire. Je la connaisse un peu mieux parce que je trouve qu'elle a quand même un discours très très rationnel. Pour quelqu'un, parce que moi je serais à sa place, je danserais sur la table. Vous me retiendriez, honnêtement. Je le trouve très posé, très carré, et j'aimerais bien qu'on la connaisse un peu mieux. Par exemple, vous, le cinéma, qu'est-ce qui vous amène au cinéma? Parce qu'on sent quand même une grande culture cinématographique dans votre discours. Qu'est-ce qui vous amène au cinéma? Quel genre de cinéma vous comptez faire dans l'avenir? Voilà, ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Et qu'est-ce que vous pensez en général? Ça, j'aurais aimé poser la question à Elie un peu sur l'état du cinéma marocain dans l'absolu. On va y arriver. Voilà, mais et qu'est-ce que vous pensez et quelles sont aujourd'hui allez, on va dire pas vos muses, mais on va dire vos inspirations dans le cinéma marocain? 3 questions. Vous voyez, quand on donne la parole à Amy, 3 questions. Donc voilà, j'ai eu un petit parcours. J'ai eu un baccalauréat en 2019 art appliqué. J'ai passé le concours. Bien sûr, j'étais perdue comme tout le monde. Après le bac, j'ai cherché, je trouvais l'école, j'ai passé le concours. Ils m'ont ouvert leurs portes. Donc voilà, j'étais admise. J'ai choisi la réalisation. Donc pour moi, c'était super calme. Et au même temps, il y avait des surprises. À chaque fois, à chaque étape, il y avait pas mal de surprises. Pour le cinéma qui m'intéresse, c'est le cinéma néo-réaliste et surtout la poésie dans le cinéma. Tarkovsky, Antonioni, Pasolini, j'aime beaucoup ces gens. Mais ils sont des jeunes. Pardon. Vous êtes très jeune. Oui, donc pour moi, ce sont de grands intellos, je sais, oui, mais ils provoquent ma curiosité à chaque fois, donc ça m'inspire. Et côté marocain? Alors, juste Yacine qui attend depuis tout à l'heure parce qu'on va déborder les amis. Comme l'a dit Fchria tout à l'heure, le nom de ce court-métrage, c'est Ayour qui veut dire la lune en amazigh. On a les poèmes qui sont à la base en persan de Fourouk Farkhzad qui sont traduits en amazigh. D'où te vient ce côté amazirophile et est-ce que c'est quelque chose qu'on va peut-être voir dans l'avenir, dans tes films? Donc moi, je suis d'origine amazigh, de Tafraout. Et ma mère de Aïtbaha, donc Hna Soussiyat. C'est revendiqué. Je comprends. Je comprends. Bon, pour la discussion, ça m'est un peu compliqué parce que je ne pratique pas la mazigh. Je la pratiquais avec mes grands-parents, mais c'est fini. Genre. Et pour moi, ce que je compte faire par la suite, Inch'Allah, ce sont des films amazigh. C'est ce que je compte faire. Donc c'est mon projet. Essayer peut-être de sortir les films amazigh de l'amazigh pour l'amazigh, c'est-à-dire essayer de les rendre un peu plus internationaux, enfin plus globaux. Universels, oui, c'est ça. Et les faire connaître au maximum de monde. On va parler de rire, on va parler du sourire et on va parler de l'humour. C'est avec la Walkwoman. La Walkwoman. Vous connaissez le principe, elle prend un micro, elle se balade dans la rue et elle vous sonde. Quelles questions tu leur as posées cette semaine? Cette semaine, on parle du rire, comme tu l'as dit, Fthia. Je voulais savoir si les gens riaient en ce moment ou pas trop. Parce qu'on dit qu'une journée sans rire est une journée perdue. C'est parce que dans la réalité, on ne rit en général quotidiennement que 4 fois. 4 fois par jour, alors qu'un enfant rit en moyenne jusqu'à 300 fois par jour. Ah ouais. Ouais.
Donc vous aurez pu le comprendre, le rire possède au moins d'innombrables bienfaits sur la santé physique et morale grâce à la libération des endorphines. Moi, je fais quand même très attention quand je ris. Depuis le jour où on m'a dit qu'il y a des personnes qui sont littéralement mortes de rire. Et on ne parle pas d'une mort causée indirectement par un fou rire, une noyade ou là, une chute. Oui, non, mais fait avoir 98 ans, si tu veux avoir de gros problèmes cardiaques et respiratoires et tout ce qui s'ensuit. Enfin bref, je suis sortie demander aux gens dans la rue si le rire les aide quotidiennement. Et est-ce qu'ils rigolent assez ces temps-ci? On les écoute. Est-ce que le rire vous aide dans votre vie quotidienne? Actuellement, on ne voit plus de rire. Rien ne nous fait rire avec la situation que nous vivons actuellement. Elle est très difficile. Moi, je me mets à la place des comédiens. Il faut vraiment qu'ils fournissent un effort pour nous faire rire. Vous riez en ce moment ou pas beaucoup? Bien sûr, quand je vois des trucs, des animaux, c'est plutôt les animaux qui me font rire, leur comportement. Mais les comédiens... Les humains, non? Non. Vu la situation actuelle que nous vivons, le stress, il est constant. En plus du stress, c'est le CO2 qui nous impose cette situation. Malheureusement, on n'y peut rien. Vous avez une petite blague à nous raconter? Il y en a plus, mais ils sont pas diffusables sur la radio? Non, pas du tout. الضحك ينفع شويه في الذات ديال الانسان. الضحك ينفعني كنكون غادي ونقدر نضحك فهمتي نقدر تجيني الضحكه ونضحك. Malheureusement, on n'a plus le temps de rire. C'est pour ça. Rire, c'est un peu rare. Même dans la télé, c'est devenu un peu compliqué. Vous pensez qu'on peut utiliser le rire pour traiter des sujets sérieux? Sérieux? Je crois pas. La preuve, Ben Kiren. L'humour est fondamental. Il est important. Je pense que c'est le rire, c'est essentiel pour l'être humain. Je pense pour votre deuxième question qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On peut passer des messages, bien évidemment, à travers l'humour qu'on ne pourrait pas passer de manière autre. Et vous riez beaucoup en ce moment? Il y a des choses qui me font rire, oui, bien sûr. Certains comportements de certains politiques, faits, gestes du citoyen lambda de tous les jours. Il y a des situations très loufoques qui mériteraient d'être exposées. Pour le rire, il faut toujours rire parce que ça rend agréable et ça diminue le stress, ça diminue les maladies. Il faut toujours rire. Si tout le monde riait, il n'y aurait pas de crise. Il a peut-être raison, ce monsieur. Ça a l'air simple dit comme ça. Hein. Ça a l'air simple dit comme ça. Ouais, des beaux témoignages, je trouve. Non, franchement, bravo. Allez, on t'applaudit. Pour une fois qu'on m'applaudit. Non. Quelquefois, si tu veux, dans ton sujet de la semaine dernière pour t'applaudir, c'était à partir de sorcellerie. En plus, Yacine qui nous a sorti quand même un truc assez invraisemblable. Grosse révélation. La révélation du siècle. J'étais kidnappé quand j'avais 4 ans. Non, il veut se faire kidnapper et donc il a révélé que j'étais Zouhri. Moi j'aurais dit plus Zoufri, mais bon. Dans l'absolu. Ça vient de réfléchir. Ali, on parle d'une participation historique, on l'a évoqué tout à l'heure, du cinéma marocain au Festival de Cannes, mais en même temps, excusez-moi, c'est pas énormément de films? Quand même. Non, c'est bien, on se félicite, on en est heureux parce que ça n'arrive pas souvent. Mais en même temps, est-ce que où je veux en venir avec ma question, et c'est à quoi faisait référence Amine, il n'y a pas énormément de productions marocaines. On est quand même à une vingtaine de productions par an, ce qui est un chiffre important en comparaison avec les autres productions du continent, les autres pays. Oui, mais ça n'a pas beaucoup évolué sur les 15 dernières années. On a de 20 et 25, mais bon... c'est des productions marocaines ou c'est des productions aussi de Marocains de l'étranger? C'est des productions marocaines produites à partir du Maroc ou de productions de Marocains aussi qui viennent d'étrangers? Parce qu'on parle de productions marocaines. On a l'impression quand même que le cinéma maroc a connu un certain coup de frein, avec la crise aussi des salles de cinéma, qui ont beaucoup fermé les unes après les autres, dont certaines étaient historiques. Donc moi je rejoins la question de Ftahi aujourd'hui. Est-ce que le cinéma ne serait-il pas le parent pauvre aujourd'hui de la politique culturelle chez nos Marocains? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a quand même un certain dynamisme maintenant qui s'est installé dans le cinéma marocain, qui fait qu'il y a des productions qui existent, il y a plusieurs types de productions. On a aujourd'hui des films qui voyagent, qui vont dans les grands festivals internationaux, qui sortent à l'étranger, qui ont des carrières. On a parlé du Bleu du Caftan de Mariam Touzani, c'est quand même un très bel exemple. Plus de 150 000 entrées en France. Il a fait le tour de tous les grands festivals du monde, de Cannes à Toronto, en passant par d'autres. Il a été sorti à Angoulême aussi.
En France, il est sorti il y a un mois, je crois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Il a déjà dépassé la barre des 150 000 entrées. C'est énorme pour un film, effectivement. Un film arabe, africain. En France aujourd'hui, c'est un très très bon chiffre. Et il part au Japon apparemment. Oui. C'est ce que Mariam nous a annoncé. Là, dans quelques jours, je crois que c'est la semaine prochaine, la sortie au Japon. On a ces films-là, on le voit quand même depuis quelques années. On a eu cette vague à la fin des années 90 et 2000 avec l'arrivée de Nabila Ayouch, Fawzi Ben Saïdi, Nargis Njal, Leila Marakchi, etc. Puis après, ça s'est un peu tassé pendant quelques années. Et on assiste quand même depuis quelques années. Et ça, les sélections des différents grands festivals du monde le prouvent à l'arrivée de toute cette génération. Et Sophia Alaoui qui a été primée à Sundance en janvier dernier, Yasmine Benkeren qui était avec Rennes, qui est sortie, je crois, cette semaine en salle, qui a fait la clôture de la semaine de la critique au Festival de Venise l'année dernière, et d'autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui arrivent. Voilà, on a cité Mariam Touzani, Yasmine Benkeren, Sophia Alaoui, Asma Moudir qui est en sélection à Cannes cette année, etc. Bien sûr, et c'est ce qui est le plus important, effectivement. Aujourd'hui, quand on voit dans les années 80, 90, même début des années 2000, quand ce dont Ellie a parlé, il y avait effectivement très peu de noms, enfin très peu de femmes comme ça qu'on voyait. Quand Nargis Njal est arrivé à l'époque, c'était une révolution presque. Mais attends, je vais te dire, parce que quand on parlait des sélections cannoises, mais en 78, tu as eu 2 films marocains qui ont été sélectionnés. C'était Jelal Farhati avec Une brèche dans le mur et Ahmed Manouni. Et après, il n'y a plus de sélection de films marocains à Cannes avant l'an 2000, avec Fawzi qui est arrivé avec un court-métrage à la quinzaine des réalisateurs. Et c'est drôle d'ailleurs, parce qu'il revient à la quinzaine 23 ans après avec un long. Donc voilà, il y a eu toute une période où ces films-là n'ont pas voyagé. Début des années 2000, où les films marocains, on se souvient de ces années-là où il y avait eu Fawzi avec 1000 mois, Nargis avec les ESSEC, Maroc, Leila Marakchi qui avait été en sélection à Cannes aussi. Il y avait à Casablanca, Les Anges ne volent pas, qui était à la semaine de la critique, etc. Après, ça s'est calmé pendant quelques années. Il n'y a plus eu de sélection. Jusqu'au début des années 2010, il y avait eu Leila Kilani avec Sur la planche et tout ça. Et là, depuis, c'est quasiment tous les ans. Nabila Ayouch, elle a été 3 fois. Et vous diriez donc que le cinéma marocain se porte bien ? Oui et non, c'est-à-dire que d'un côté, oui, effectivement, parce qu'il y a toute cette production de films qui existent à l'international, qui vont dans les plus grands festivals internationaux du monde, qui sont primés ailleurs, qui sortent dans d'autres pays, etc. Donc oui, c'est-à-dire que le cinéma d'auteur marocain se porte mieux qu'avant, voyage mieux, et il y a toujours les mêmes difficultés de financement, de diffusion, etc. Mais c'est peut-être un peu moins compliqué qu'il y a 20 ans ou 30 ans, 40 ans. Donc voilà, après... Il y a des films aussi qui sortent, qui sont faits pour le marché local et qui ont le mérite d'exister. Je pense à toutes ces grosses comédies qui sortent en salle, qui font plusieurs centaines de milliers de spectateurs, etc. Donc qui sont des films rentables, qui marchent bien. Et après, il y a toute une catégorie de films. On parlait des 20-25 films produits par an, qui sont une espèce de films du milieu comme ça, qui ne rencontrent ni un public important, ni arrivent à dépasser les frontières du Maroc pour aller être diffusés ailleurs. Ce qui se porte aussi bien et qui a fait donné beaucoup de bonheur aux Marocains, c'est cette victoire de non-Lionceau et qui ont gagné leur billet pour le mondial. Il n'y a rien, ça joue, c'est tout de suite. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Vous voyez pourquoi il est de très bonne humeur ce vendredi. Jingle, hein. Il claque le jingle. Ah, c'est pas mal. Il est nouveau. Alors effectivement, ça a beaucoup joué ces jours-ci. Ça va continuer encore de jouer ce week-end parce que nous vivons cette semaine, les amis, une période épique, faite de passion et de gloire et de tension, mais surtout de victoire. Appréciez la rime, Yacine, surtout toi. Et la plus belle aura sans doute été celle de nos jeunes, donc les U17 ou les moins de 17 ans selon la formule officielle, qui s'en sont donc allés battre leurs cousins algériens à Constantine, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient actuellement chez nos voisins de l'Est. Alors, bien plus que le score de 3-0 qui s'apparente à une jolie fessée et les qualifie donc à la demi-finale de la compétition, la CAN, bien plus que le résultat qui nous envoie aussi directement, comme tu l'as dit, Ftahi, à la prochaine édition de la Coupe du Monde Junior qui se tient en novembre 2023, mais on ne sait toujours pas où. Bien plus que tout ça, il y a surtout lieu de retenir, je pense, la super gestion émotionnelle de l'événement par tout le staff de cette équipe nationale qui a fait un boulot technique et surtout psychologique de dingue. Parce que vous devez bien vous en douter, un match aussi important contre une équipe algérienne en Algérie en ce moment, dans un stade blindé en ébullition, eh bien c'est tout sauf une sinécure, une balade champêtre au clair de lune et au bord d'un long fleuve tranquille.
Voilà, j'ai voulu regrouper en fait tous les concepts et les poncifs du match galère pour souligner un peu plus la gestion mentale des Lionceaux par l'entraîneur Saïd Chiba, mais aussi la classe qui a caractérisé ses déclarations d'après-match à ce bonhomme. Toujours aussi posé et juste, il est venu rappeler qu'on ne pouvait pas autant charger émotionnellement des gamins avant un match. Je rappelle quand même que des militaires et des membres de leur gouvernement sont venus les visiter dans le vestiaire avant match, je parle de l'équipe algérienne, et certainement pas pour leur faire des bisous et dire coucou. Ou alors on ne pouvait pas non plus les pendre après coup pour une rencontre perdue contre le Maroc. Donc, parce que ce ne sont après tout que des enfants de 15-16 ans qui ont beaucoup de talent et un avenir radieux pour peu qu'on les protège et qu'on en prenne soin. Alors je ne sais pas si Shiba a dit ça dans le texte, a dit ça dans le texte, mais l'idée générale y est. Et en plus c'est ce que j'aurais certainement dit si j'avais été à sa place. Bon bref, la psychologie dans le foot. Shiba, c'est Aïd Shiba. Bref, la psychologie dans le foot, on commence à en connaître un rayon et c'est un peu pour ça aussi, et j'en profite pour le rappeler après plus d'un mois de répit, que nous sommes demi-finalistes de la Coupe du Monde. Mais pas seulement, nous sommes aussi demi-finalistes de la Ligue des Champions africaine, et quand je dis nous, je pense au grand Wydad de Casablanca, le tenant du titre continental s'il vous plaît, qui va donc aller défendre son titre ce week-end, ce samedi, face au Sud-Africain Sundowns. Alors, si j'avais pu, je vous en aurais bien fait un pataquès aussi, mais le temps manque et Fthia commence déjà à faire les gros yeux. Donc promis, je vous régale là-dessus la semaine prochaine, ou pas d'ailleurs, en fonction du résultat. Ok, merci. J'ai fait court ? Non, c'était bien. Voilà. Du coup, j'ai même pas chronométré parce que quelquefois... Bon, vous avez trouvé une colle pour... Alors, Zineb, c'est un grand connaisseur du cinéma de très longue date. Je veux absolument que vous trouviez une colle à lui poser. Vous nous avez baigné un petit peu dans votre univers. S'il vous plaît, rendez-moi service, trouvez une colle. Un truc qui ne pourrait pas... Donc, bien évidemment, dans le cinéma, mais quelque chose où il dirait « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Quelque chose de cinéma, réfléchissez à quelque chose pointu, qui... bien énervant. Voilà, bien pointu, un film, une sortie, un nom, ce que vous voulez. Il faut qu'on ait une colle avec Ali Haji aujourd'hui. Vous savez quoi? Je vous laisse réfléchir. Ouais. Et puis, on a chaque semaine, bien évidemment, une pépite musicale. Vous aimez la musique, vous, Ali? À peine. Et vous, Zineb? Qu'est-ce que vous écoutez? C'est jazz. Ça dépend. Même des fois, j'écoute la... De l'humeur du jour. La pépite de Yacine Tabouktirt, c'est tout de suite. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Madame Laouni. Cette semaine, nous avons vécu 2 événements culturels majeurs, à savoir la conférence de presse du festival Gnawa d'Essaouira et celle de Casablanca. Malheureusement, cette année, ces 2 instants culturels essentiels auront lieu en même temps, à savoir du 22 au 24 juin. Et les festivaliers marocains, mais aussi étrangers, auront à choisir entre Mika ou Eliades Ochoa, ma pépite de cette semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas cette légende vivante de la musique cubaine, il n'est autre qu'un des fondateurs du groupe mythique Buena Vista Social Club, avec comme País Segundo et Ibrahim Ferrer. Eliades Ochoa, né dans une famille paysanne et apprend la guitare et le chant. Il évolue avec grâce dans différents styles cubains comme la guaracha, la guajira ou le boléro cubain. Il collabore avec les plus grandes figures de la musique cubaine, mais aussi internationales comme Bob Dylan ou Ray Coder. En 2010, il sort un projet exceptionnel du nom d'afrocubisme avec des musiciens maliens comme Basekou Kouyaté et Toumani Diabaté. Pour l'anecdote, en 1996, Nick Gold, fondateur et directeur du label World Circuit, avait l'intention de produire un album réunissant des musiciens de Santiago de Cuba et de Bamako au Mali, mais les guitaristes maliens Djelmadik Tounkara et Basekou Kouyaté ne sont jamais arrivés à Cuba à cause de problèmes de passeport et de visa. Donc, et en attendant son concert le 23 juin à 20h45 sur la scène Moulay Hassan à Essaouira, je vous laisse avec Al Vaivin d'Emi Carreta. Reste 3 minutes. Tu as la question piège? Ouais, j'ai une question. Je sais qu'Ali est un fan d'un cinéaste italien qui s'appelle Nanni Moretti. Pas vraiment. C'est vrai. Tu l'as cité. Non, voilà, tu l'as cité plusieurs fois. Bon, t'as la question? Tu l'as cité plusieurs. Son premier film en quelle année? Ah non, ça je saurais pas te dire. Voilà. Je suis pas fan de... Bon, Zineb par contre peut y répondre. Zineb? Je dirais peut-être 79, un truc comme ça. Ah, pas loin.
78, 80, 76. 76. Voilà. Je suis un autarcique. Une question pour Ali? Honnêtement, bon, comme ça reste 3 minutes, je préfère partager une citation pour un... Ah, très jolie. Une citation d'Albert Camus. « Ne marche pas devant moi, je ne suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. Marche à côté de moi et sois mon ami. » Oh, magnifique. C'est superbe. D'ailleurs, c'est très bien parce que vous l'avez fait avant que je vous le demande, puisque en général, voilà, c'est un petit message. Vous avez une petite carte blanche avec les auditeurs où vous dites ce que vous voulez avec le sujet du jour ou pas. Donc, Zineb, on a eu la situation. Ali, vous dites ce que vous voulez. En lien avec ce qui vient d'être dit. Ce que vous voulez. C'est une carte blanche. L'invité dit ce qu'il veut. Bon, sans pas de gros mots, bien évidemment. Non, mais je suis très content. C'est pas du tout son style. Non, je veux juste finir sur cette fameuse présence marocaine à Cannes dont on a beaucoup parlé. D'abord, je suis très content d'avoir rencontré Zineb enfin, parce que j'ai entendu beaucoup parler de son court-métrage, donc voilà. Et je suis très content de voir des cinéastes que j'aime beaucoup et que j'admire depuis longtemps retrouver enfin le chemin de la croisette, comme Fawzi Ben Saadi, qui est un ami de longue date, qui revient avec un film très important, après avoir fait quelques bifurcations comme ça, plus grand public, plus machin. Il revient avec un film plus radical qui va être diffusé pour la première fois le jeudi prochain à Cannes, et le film d'Asma Al-Moudir que j'ai vu, qui est magnifique, et celui de Kamal Zrak, je ne sais pas si vous avez vu son court-métrage, le Moul Kelb. Moi, j'ai pas encore vu. Il y a quelques années, qui était très prometteur. Voilà, donc je suis très content de pouvoir vivre ce festival-là avec ces gens-là cette année. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon festival de Cannes. Zineb, profitez de cette première, parce que voilà, la première fois, ça doit être quand même quelque chose. Ça monte les marches ou pas? Ça va monter les marches ou pas? Non, je pense pas. La CINEF, non. Il n'y a que l'officiel en fait. Okay. Et tous les grands films de. Le tapis rouge, etc. Ils vous font quand même. Oui, c'est vrai, ils font le. Eh ben voilà. Très classe. Cette demoiselle dégage beaucoup d'intelligence et je pense que c'est un des espoirs du cinéma marocain. Ah non, vraiment, c'est un vrai bonheur, cette rencontre. On va tous regarder par là-bas. Hop là, les mains qui s'agitent de toutes parts. Un immense merci à Hamza derrière les manettes, à Oumaima, notre chef de prod, et à notre caméraman Smaïl, tout caché là-bas. On regarde là et on vous dit à la semaine prochaine. Ali, on dit au revoir. Regarde. Voilà. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Trabajo de enero a enero y también de sol a sol, y qué poquito dinero me pagan por mi sudor.